Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonsoir à tous et bienvenue sur Coup de Canon, le podcast d'Arsenal French Club. Après avoir terrassé les Spurs le week-end dernier et après avoir battu le Bayern en Ligue des Champions ce mercredi, donc nos Gunners n'ont pas réussi à faire la passe de 3 et partagent les points avec Chelsea dans un match très très disputé. On va avoir largement le temps d'en parler dans cet épisode. Voilà, vous l'avez reconnu, Raoul ne sera pas présent pour le podcast ce soir. Il est actuellement à Londres, donc vous pouvez suivre ses aventures sur les stories Insta. Et il sera aussi présent à l'Emirates pour le match contre Brentford mercredi. Je le remplace avec grand plaisir ce soir. Avec moi, j'ai Louis de l'équipe Arsenal French Club. Comment tu vas, Louis? Salut à tous, ça va très bien. Et toi? Bah écoute, super. Quand même un peu frustré de ce match, mais voilà, c'est comme ça. Et on a comme invité ce soir Maxime, Maxime Tellion, Maxime AFC pour ceux qui le suivent sur Twitter. Maxime, comment ça va? Salut à tous, ça va très bien. Un peu mitigé par rapport aux résultats, mais belle semaine quand même pour nous. Donc ça reste, c'est vrai que tu dis, ça reste quand même une belle semaine avec deux victoires et un match nul. Comptablement, ça reste intéressant puisqu'on reste à 5 points devant Manchester City. Donc on est 5 points en leader de Première Ligue. On va commencer par la composition d'équipe. Qui était quand même très surprenante suite à la blessure de Saliba. On ne s'y attendait pas. Donc on avait une défense inédite avec en charnière Hincapié et Mosquera, avec à gauche Calafiori, à droite Timber, classique. Milieu Rice, Zubimendi, Eze. Et en attaque, Martinelli donc à la place de Madueke et Merino et Saka. Toi, Louis, quand tu as vu la compo, bon, je pense que comme tout le monde, tu as été surpris de la blessure de Saliba, donc qui a pris un coup à l'entraînement. Toi, comment tu as vécu l'annonce de la compo? Ouais, forcément, la blessure de Saliba, c'est un choc. Et puis, il y a forcément, comme d'habitude, toujours de frustration par rapport aux blessures. Puisque suite au match du Bayern, bon, t'apprends que déjà, Trossard, qui est peut-être un des meilleurs éléments offensifs depuis le début de saison, il sort sur blessure. T'apprends que peut-être qu'il sera là contre Chelsea et finalement, t'apprends qu'il n'est pas là. Et cerise sur le gâteau, t'apprends que du coup, Saliba n'est pas là non plus puisqu'il aurait reçu un coup à l'entraînement. Alors, on espère évidemment que c'est pas grave, mais on sait que les blessures avec Arsenal, ça peut vite se transformer en des blessures qui durent et qui durent et qui durent. Donc ouais, surtout que ça nous obligeait, en l'absence en plus de Gabriel, d'aligner la charnière inédite Mosquera Hincapié. Pour un déplacement, on sait on était attendu à Stamford Bridge face aux champions du monde. Donc on savait que ça allait être un match très compliqué. Mais sinon, à part la ligne défensive, bon, c'était l'équipe un peu du moment qui était attendue, hein. Mais ouais, l'absence de Saliba, forcément, elle pèse lourd. Et puis au moment de l'annonce du 11, beaucoup de frustration quant aux blessures. Alors, on a la chance là, d'avoir quand même une excellente profondeur avec Mosquera et Hincapié, mais je l'avais dit dans un précédent podcast et je le redis, vraiment, il va quand même falloir s'attaquer au cœur du problème de ces blessures et pas forcément toujours dire ah c'est que de la malchance, c'est que de la malchance. Bah ouais, mais chaque semaine on perd deux trois joueurs sur blessure minimum, donc au bout d'un moment il n'y a pas forcément peut-être que de la malchance. C'est vrai que là, on retrouve Gyökeres et Jesus qui reviennent dans le groupe, et au final, on perd Saliba et Trossard alors qu'ils étaient titulaires jusqu'à présent. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression dès qu'on a des retours, eh ben, forcément, on perd des joueurs derrière. Toi, Maxime, c'était quoi ton état d'esprit un peu avant le match? Est-ce que tu étais impatient, stressé? Et comment tu as vécu la sortie de la compo? Ouais, en tout cas, ce que j'ai aimé, c'est que au moins Saliba et Trossard, ils étaient incertains. Je pense dans une saison avec plus d'absents, on aurait pu les pousser un peu plus pour qu'ils puissent jouer ce match. Là, au moins, on a préféré les préserver parce que finalement, décembre, c'est un mois de folie, hein. On joue tous les 3 jours, de la trêve de novembre jusqu'à début, le 8 janvier, Liverpool, on n'arrête pas. Donc, je pense que c'est quand même bien. Euh, Plus là où Trossard, ça ne m'a pas trop manqué. Pas que je suis pas toujours un fan de joueurs, mais que tout à l'extérieur, à Stamford Bridge, je pense que c'est pas un match pour lui. On va pas avoir la balle, il va se faire rentrer dedans.
J'ai préféré l'apport d'un ailier plus rapide. Bon, après, ça n'a pas forcément marché. Saliba, c'est plus sa relance. On a vu que Mosquera et Nkapi, il y a eu beaucoup de problèmes. On va en parler, je pense, après, par rapport à Mm. ça. Ouais. J'ai trouvé quand même assez fébrile, un peu perdu sur ça. Et Saliba, il est très à l'aise là-dessus, c'est un de ses points forts. On va rentrer directement dans le vif du sujet, dans le cœur du match. De toute façon, le match démarre vraiment en termes d'intensité. Moi, j'ai de suite compris que ça allait être du très très lourd. Et de toute façon, on le voit dès le début, en fait, Zubimendi qui prend un jaune au bout de la 5e minute, Cucurella qui en prend un aussi, Mosquera qui prend un jaune à la 12e minute. Enfin, on a vu dès le premier quart d'heure, en fait, au niveau de l'intensité, que c'était quand même très très costaud. Et de suite, en fait, je nous ai senti vraiment en dessous de Chelsea. Et ça a duré en fait ça a duré le premier quart d'heure, ça a duré le quart d'heure d'après. Donc au final, les 30 premières minutes, franchement, Chelsea met une intensité énorme, que ce soit au pressing, que ce soit dans les courses, dans la gestion du ballon. En fait, je nous ai senti vraiment en dessous dans l'intensité. Alors, est-ce que c'est par rapport au fait qu'on a enchaîné deux énormes matchs face à Tottenham et au Bayern en milieu de semaine en Ligue des Champions? Toujours est-il que dans l'intensité, je ne nous ai vraiment pas senti au rendez-vous. Toi, Louis, comment t'as vécu on va dire cette première demi-heure où vraiment, en fait, on n'existe pas, quoi. Ouais, alors honnêtement, sur le premier quart d'heure, oui, on voit qu'il y a beaucoup d'intensité de la part de Chelsea. Bah, clairement, ils nous attendaient. On savait aussi qu'ils étaient une équipe qui était pleine de confiance après son résultat face à Barcelone en Ligue des Champions. Donc, on savait que même eux, pour maintenir un peu leur saison en vie, il fallait à tout prix qu'on ne prenne pas les 3 points ce soir. Donc évidemment, ils ont essayé de nous bousculer d'entrée de jeu, mais pour autant, sur le premier quart d'heure, je m'attendais plus sous pression, honnêtement, parce que oui, dans le milieu de terrain, il y avait beaucoup, beaucoup d'intensité, mais au final, sur le premier quart d'heure, ils n'ont pas tant d'occasions que ça, franches, on va dire, entre guillemets. On va dire que c'est plutôt sur les 30 dernières minutes de la première période où là, on concède beaucoup plus d'occasions. Mais honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus subir, on va dire, défensivement. Mais oui, oui, dans le milieu de terrain, beaucoup, beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Pas, enfin, pas toujours, même quasiment rarement des duels qui étaient dans la légalité footballistique, on va dire. Donc oui, oui, beaucoup de cartons. Et surtout, moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup de déchets techniques, en fait, qui nous a un peu empêché de mettre en place notre jeu, aussi bien défensivement, dans les ressorties de balles, dans les transmissions, dans les dribbles, dans les duels. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets, beaucoup plus que Chelsea. Et finalement, Chelsea a démarré le match avec beaucoup plus de volonté et d'impact physique que nous. Et on couple ça avec bah, du coup du déchet technique de l'autre côté. Et ça rend une première mi-temps qui était très compliquée. Ouais. Une première partie de mi-temps très compliquée. Toi, Maxime, est-ce que tu partages aussi notre ressenti sur Ouais, ouais, je là-dessus? suis entièrement d'accord avec lui. Sincèrement, je trouve pas que Chelsea était dans les tacles de boucher, dans l'abus. C'était très viril, mais j'ai pas vu, à part la faute de Caicedo qui Mm. mérite totalement, j'ai pas vu de faute énorme. Là, Cucurella, il joue les limites, Enzo aussi, mais j'ai pas vu d'agression en tout cas. Voilà, ils nous ont bougé, ils l'avaient annoncé, les fans l'avaient annoncé, les joueurs, le coach, et on s'est fait rentrer dedans. Et effectivement, on a joué tous les 3 jours. Là, ça pèse un peu et l'équipe ne change pas. En tout cas, sur le milieu de terrain, Zubimendi, Rice, Eze, ils font les 3 matchs à la suite sans être trop changés. Donc, ouais, l'arbitrage, au final, j'ai vu plein de réactions comme quoi, au début de match, qui disaient que l'arbitrage était très sévère, mais au final, quand on prend le match dans son ensemble, c'est vrai que les fautes étaient totalement justifiées entre celles de Zubimendi, de Mosquera. Ensuite, il y a eu le jaune de Calafiori, qui est une faute un peu inutile. Donc j'ai noté sur la première mi-temps, il y a quand même 14 fautes des deux côtés, hein. Il y a eu 7 fautes de la part d'Arsenal et 7 fautes de Chelsea, donc ce qui est quand même beaucoup. Il y a eu deux grosses interventions défensives aussi sur la première période, donc de Rice et de Timber. Donc vraiment, on existe offensivement, en tout cas, on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal à se créer des occasions voilà, on va dire, ce qui est un tournant du match à ce moment-là, mais au final, pas tellement que ça. Le rouge de Caicedo. Donc rouge totalement justifié, même si pour lui, même après
Même après s'être roulé par terre en disant qu'il avait mal et après avoir contesté le carton jaune, mais il se retrouve au final avec un carton rouge. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, mais Louis, logique ce carton rouge? Ah oui, oui, bah évidemment, oui, il est plus que logique. Le pied n'est pas sur la cheville, il est au-dessus de la cheville. On va dire heureusement que Merino retire un peu sa jambe aussi en même temps que le contact, parce que sinon il peut vraiment lui casser la jambe. Donc oui, c'est vraiment un tournant, puisqu'on sait que Caicedo, c'est quand même l'homme fort du milieu de terrain de Chelsea. C'est un moment aussi où Chelsea poussait beaucoup et avait beaucoup plus d'occasions, notamment avec l'occasion d'Estevao, où la balle revient en retrait et puis qu'il la met au-dessus. Donc ça intervient à peu près à ce moment-là. Mais le rouge, oui, était totalement justifié. Et effectivement, il y a pas de scandale sur le carton rouge et il n'y a pas de scandale sur les autres cartons jaunes non plus. L'arbitre a été plutôt cohérent dans ses décisions, c'est-à-dire que oui, il laissait jouer, mais il laissait jouer pas que pour Chelsea ou pas que pour Arsenal, donc c'était plutôt en globalité assez cohérent. Donc ouais, gros tournant sur ce carton rouge, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'intervention de la VAR. Ouais, mais je trouvais Caicedo quand même très agressif et même dans le comportement dès le Mm. dès le début, hein. Ouais, On dirait ouais. qu'il voulait Ouais, Dès le prouver début, quelque ouais. chose par Mm. rapport à Rice. Ouais, il est un peu différent des autres. Enzo, c'est un provocateur, mais lui, il était vraiment méchant. Mais sincèrement, à la 30e, je vous dis, c'est nous qui allons prendre rouge. On avait Mm. trois Ouais. défenseurs qui avaient un jaune. On n'était pas dedans. En fait, on était un peu une sorte de passivité, mais en même temps, on mettait des coups. Donc, en fait, Mm. alors que Chelsea, c'était l'inverse. C'est qu'en fait, ils étaient tout le temps intenses, mais ils retiraient le pied au bon moment, sauf la fois où Caicedo, là, c'est leur ami, parce que là, alors, je pense que c'est la star de leur équipe, mais je pense qu'ils peuvent comme leur en vouloir, parce que je doute de notre bon résultat nul s'il était encore là sur la pelouse. puis Mm. c'est clair qu'à 11 contre 11 avec Caicedo, je ne suis pas sûr que ce match se termine à un partout. Mais oui, beaucoup d'agressivité dans le mauvais sens du terme de la part de Caicedo, ce qui est un peu étonnant puisque, comme tu l'as dit, Maxime, c'est quand même l'homme fort de Chelsea et je pense que Chelsea avait besoin d'un grand Caicedo ce soir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de déclarations et de Rice et de Caicedo dans la semaine sur justement les comparaisons entre les deux joueurs. Rice, je pense que lui, il a pris plutôt, enfin voilà, il a rapidement dit qu'ils jouaient pas au même poste, donc la comparaison n'avait pas lieu d'être. Et peut-être que Caicedo, effectivement, voulait prouver, voulait montrer ce soir qu'il était le meilleur dans ce duel. Et finalement, en plus, la faute est complètement stupide puisqu'elle est au milieu de terrain, elle est loin du but. Il n'a pas à faire ça, Caicedo. Donc, ouais, c'est assez, c'est assez dommage pour Chelsea, quoi. Mais aussi, moi, j'aimerais bien revenir sur. Je trouve que c'est un truc on faisait moins cette année. Et là, bravo à l'équipe, parce qu'en termes de fair play, on est numéro un, numéro 2 au classement de PL. Mm. J'avais vu ça dans la semaine, donc on s'est vraiment amélioré. Mais là, j'ai retrouvé des choses qu'on faisait l'année dernière. C'est qu'en fait, dès qu'on se frustre dans le jeu ou par rapport au climat du match, on fait des fautes bêtes et on offre des coups francs à l'adversaire. Calafiori, il n'a pas besoin de faire une faute à 50 mètres de son but. Lewis Kelly, il rentre à la 45e. Je ne sais pas quelle minute tu prends, peut-être tu pourras me dire, Corentin, mais il le prend à la 52e, 55e. Il se met Maltraité, hein. directement en difficulté par rapport à ça. Timber en fait une belle aussi. Mosquera, Ouais, je trouve qu'elle elle a un peu dur. 53e, ouais, il le À prend juste après, 50e. ouais. Mosquera, c'est un peu dur. Incapi aussi c'est un peu plus dur. Il fait pas exprès, mais son coude est limite, hein. Son coude, s'il va dans Mm. l'œil ou l'arcade, ça peut faire rouge. Donc Mm. vraiment, on s'en tire plutôt bien. Et ouais, Et très, surtout, très bon. c'est des fautes d'anti-jeu parce que on était, enfin, dans le contenu, on n'était pas du tout, qu'on était toujours en retard sur les duels, etc. Ce qui nous a poussé défensivement à être très, très en retard sur tous nos duels. Et ça fait longtemps que j'avais pas senti une défense d'Arsenal autant sur le fil, on va dire, en termes de contenu, en termes techniques et en termes physiques. Jusqu'à la dernière minute, même à 10 contre 11, personnellement, j'ai souffert, quoi. Donc, on a bien senti l'absence de Gabriel et de Saliba techniquement, physiquement, même dans le leadership, où j'ai trouvé que ça manquait beaucoup de leadership sur cette mi-temps. Aussi, je pense que tu as tes patrons, jamais tu prends ce type de carton, tu as beaucoup plus de maîtrise. Et là, le manque de maîtrise, le manque de leadership, le manque d'impact physique et tout, bah forcément, oui, ça nous a poussé régulièrement la faute. Et je sais pas s'il y a un truc qui vous a choqué, mais je trouvais que même visuellement, on prenait pas de la place dans les centres, des interceptions. C'est la Gabriel, ils ont une domination au rouleau compresseur, et que là, en fait, sur tous les centres, on était un peu à l'arrache. Quand Neto ou Estevao prenaient la balle, on n'osait pas aller dessus, on était vraiment à reculons. Donc on a vraiment ouais, subi dans l'impact par rapport à ça. Ouais. Mm. Moi, je ne sais pas si ça a à voir avec l'impact, avec l'absence de soit Saliba, soit Gabriel, mais c'est vrai que vous faites bien de le dire, je nous ai senti vraiment stressés en fait. Pour la première fois de la saison, je ne me sentis pas en confiance, ce qui est quand même bizarre puisque
Rice qui a été interviewé cette semaine ou le week-end dernier, je ne sais plus exactement, mais qui dit que, en gros, la vraie différence entre cette saison avec Arsenal et les autres saisons, c'est que les joueurs sont vraiment calmes, quoi, sont vraiment réfléchis, qui sont pas en panique, quoi. Et là, ben, du coup, c'est vraiment le premier match où je me trouve vraiment paniqué. Et je me dis même que en première période, je me dis comment on va finir le match à 11 quoi. Je suis vraiment très étonné au final, à la fin de ce match, qu'on termine à 11. Parce qu'au final, juste après le rouge de Caicedo, Hincapié prend le jaune. Maxime, tu le dis, genre juste au retour des vestiaires, Hincapié aussi, le jaune est vraiment. Ouais. Il peut prendre un rouge aussi à n'importe quel moment en seconde période. MLS, pareil, il rentre, il prend le jaune, même Il a Gyökeres, fait en fait. il a fait une faute, MLS, hein. Ouais, Il ouais. marche sur l'étau, mais c'est une fin d'action, donc il ne le voit Mm, pas. mm. Mais s'il y a la VAR sur cette semelle, ça doit faire deuxième jaune. Après, là, Corentin, je suis pas entièrement d'accord sur ce que tu dis. C'est sur notre approche, tu dis que c'est la première fois. Je trouve qu'il y a quand même des similitudes entre le match de City, Liverpool et Chelsea. Il y a quand même Même une United, sorte de. Et même je trouvais que United. ça ressemblait beaucoup à un jeu United là, qu'on a fait quand même Ouais, clairement. ce soir. Mm. Non, mais ça, il y a une position un peu d'attentisme, parfois. Euh, on attend de voir, on attend de voir un peu ce qui se passe et on perd du temps et on laisse l'adversaire prendre la confiance. Et puis quand en plus tu joues à l'extérieur, bah, ça enflamme le stade. Ouais. Mais je trouve que la différence avec un match, par exemple, comme tu dis, contre City ou contre Liverpool, c'est contre City, Liverpool, je trouvais qu'il y avait quand même une certaine maîtrise dans le jeu, une certaine domination à certains moments clés du match. Là, je trouve qu'on a été dominant à très peu de moments, Mm. quoi. Je trouve que Chelsea a vraiment le lead sur, allez, 80-85% du match. Et c'est dans ce sens-là où je dis que c'est vraiment inhabituel, quoi, cette saison. Donc voilà, au final, on parle de la première période, mais c'est au final quasiment que de l'arbitrage ou enfin, des fautes, quoi, de l'intensité. On a juste une occasion sur une frappe de Martinelli à la 45e, je crois, juste avant la mi-temps, avec un bel arrêt de Sanchez. Mais à part ça, vraiment très peu de choses à se mettre sous la dent. Offensivement, à 11 contre 11 ou même à 10 contre 11, ça a été dramatique ce soir. Ouais, 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 Honnêtement, ouais. ça a été très, très dans le contenu. Waouh, c'est très Et, alarmant, hein. et là, du coup, il y a le retour des vestiaires qui est, qui est cata, on va dire ce qui est. Il y a déjà l'arrêt de Raya, et au final, on se prend le but sur corner derrière de Chalobah, qui est but, voilà, hein, on est les spécialistes des corners, donc on sait ce que ça fait de marquer sur corner, donc on sait reconnaître aussi que le corner, il est très bien joué, très bien tiré, et voilà, c'est un but sur corner qu'on prend. Au-delà du but sur corner, comment vous avez trouvé au final le retour des vestiaires des Gunners qui au final en 11 contre 10 ont subi de la même manière que sur la première partie de la première période? À aucun moment, on sent qu'on a 11 contre 10 quoi, Ah ouais. sur le retour des vestiaires. Et Chelsea le sent très bien aussi. Ils commencent à reculer uniquement quand ils mettent le but. Mais jusqu'à ce qu'ils mettent le but, en aucun cas, ils reculent parce qu'ils sentent très bien que on est sur le fil, que ça peut passer. Dans les duels, on n'y est pas. Et d'ailleurs, sur le but, bah oui, Gabriel et Saliba, ils manquent cruellement là sur le corner qu'on se prend. Après, bon, voilà, c'est comme ça. Chelsea joue bien le coup, mais le retour au vestiaire, j'attendais peut-être un peu plus de changements, peut-être dès le retour peut-être à la mi-temps. Hmm. Je m'attendais peut-être à un peu plus de changements. Un, parce qu'on se prend beaucoup de cartons rouges, et deux, parce que globalement, il y a des joueurs qui étaient très, très, très en dessous, pour être poli. Donc, je m'attendais peut-être à voilà, avoir un peu plus de sang frais sur le terrain, mais oui, la reprise de la seconde période, elle est catastrophique, quoi. Ouais, Reece James, en premier temps, il était très bon. En seconde, il a été vraiment incroyable. Ce Ah, il a fait Boston, un match il est en phénoménal, train ouais. de le prendre, hein. Reece James, franchement, il se transforme en super relayeur. Et tout, il est inarrêtable, il court partout. Et après, son corner, franchement, c'est bien joué. Après, ça a encore un but point et poteau. On a pris pas mal l'année dernière des buts comme ça, point et poteau. On se faisait dominer de la tête. Euh, Après, je trouve sur le but, je ne pas trop paniquer. On met quelque chose en place avec Lewis Kelly. Là, c'est intéressant de voir si c'est Calafiori qui est blessé ou c'est un choix tactique. J'espère que c'est un choix tactique. Et Lewis Kelly, je voyais l'intérêt parce que Lewis Kelly, au cœur du jeu, on avait des gros problèmes de domination. Donc on rajoute un milieu de terrain un peu dans le cœur du jeu pour des Mendy qui a fait un de ses pires matchs, je pense qu'on pourra en parler après. Et Calafiori avait déjà un jaune.
Donc je trouve ça intéressant. Et surtout parce qu'Alaphio Martinelli et Lewis Kelly sont plutôt compatibles par rapport à ça. Parce que Lewis Kelly a besoin d'avoir un ailier qui colle un peu sa ligne. Et donc je trouve que ça collait plutôt bien, donc j'étais intéressé. Et j'espérais aussi un peu comme lui, voir rapidement Odegaard. Parce que, c'est notre maître à jouer, surtout face à des blocs bas. Et parce que Eze était absolument catastrophique. J'adore ce joueur, vous le savez, mais catastrophique. Parce que là, en fait, c'est que on sait les nonchalants. Donc il peut perdre un ballon. Là, c'était plus. On avait 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non, Et il n'y c'est avait clair. rien. En fait, c'est les passes, les duels, le positionnement. Et puis les rares fois où il était un peu en situation, il jouait en retrait, il se retournait même pas. J'ai l'impression qu'on Mm. avait un joueur qui n'était même pas un joueur fantôme, c'était un joueur qui était un peu handicapant parce que il ralentissait le jeu. C'est vrai que voilà, quand j'ai vu Lewis Kelly, je me dis voilà, il veut amener un chose au milieu de terrain, c'est intéressant par rapport à ça. Mais moi, ce qui m'a plus gêné avec Eze, c'est qu'effectivement, alors il montre beaucoup de nonchalance depuis qu'il arrive à Arsenal. Alors des fois ça passe, des fois ça passe pas. Ok, quand ça passe, tu peux être nonchalant quand tu mets un triplé contre Tottenham, quand tu as la balle dans les pieds et que ça se transforme en but. Tu peux être nonchalant, mais là, quand tu te fais rentrer dedans, bah, au bout d'un moment, tu dois dire, ok, il faut que j'élève mon niveau de jeu. Et on a senti qu'à aucun moment, Eze a essayé ou même a tenté ou a voulu ou a réussi à élever son niveau de jeu. Dans les duels, il s'est fait bouger, mais manger de tous les côtés. Techniquement, il n'a pas réussi beaucoup de décalage ou de différence. Donc, ouais, le match d'Edze, alors c'est un peu dans la. Alors, je vais pas dire dans la droite lignée, ça serait dur. Mais il montre beaucoup de nonchalance et au bout d'un moment, bah, montrer autant de nonchalance sur le terrain, bah, dans le contenu, au bout d'un moment, ça se paye. Et malheureusement, ça s'est payé ce soir où, bah, clairement, on sait qu'Edze peut faire mieux. Il doit faire mieux, il doit élever son niveau de jeu et il doit prendre cette place parce que derrière, si on compare avec l'entrée d'Odegaard nous fait beaucoup, beaucoup de bien quand même dans le contenu du milieu de terrain Mm. et dans ce qu'il apporte. La différence, on va dire, de construction ou même de fluidité dans le jeu, on en a beaucoup plus avec Odegaard avec sa rentrée qu'avec Eze quand il est dans le milieu de terrain. Donc là-dessus, bon, ça va être intéressant de voir du coup le 11 qui va être aligné par Arteta là, dès mercredi. Est-ce que Eze va rester dans le 11? Est-ce que c'est Odegaard qui va reprendre sa place? Est-ce que Eze va aller sur un couloir? Ou est-ce que Martinelli, avec son match catastrophique, va quand même rester dans le 11 ou est-ce qu'il va aller sur le banc? Bon, à voir. Même Marty catastrophique, franchement, c'est un match pour moi, c'est dur à le noter comme Martinelli. Hein. Il a pas un Oui, c'est dur, ballon. mais oui, mais au final, comme Saka fait aussi un match catastrophique, même s'il fait une passe décisive, le contenu de son match est catastrophique. Alors à chaque fois, on peut dire Saka, oui, mais parce il est marqué par deux ou trois joueurs. Maintenant, à 10 contre 11, il n'était pas du tout marqué par deux ou trois joueurs. Il y avait beaucoup d'espace. Et au final, à part sa passe décisive, dans le dernier geste, ce soir, Saka, ouah, le nombre de déchets techniques, le nombre de ballons qu'il a envoyé dans les gradins, ça a été très compliqué. Oui, après, Martinelli, il n'a pas eu beaucoup de ballons joués. Mais c'est dommage parce qu'il fait une bonne rentrée contre le Bayern. Peut-être que voilà, peut-être qu'il confirme son profil de joueur en fait qui doit être juste en sortie de banc. Peut-être que c'est ça. Donc à voir dès mercredi. Ouais, ouais. Mais après, ouais, il a pas été aidé. Saka, match très étrange. Hein. Après, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a quand même pris le leadership un peu dans le jeu. Parce que vu que Eze le prenait pas, Zubimendi était un peu de mal, il a touché beaucoup de ballons. Mais oui, énormément de déchets. Bon, après, ça passe, c'est sublime. Hein. Oui, son centre oui, est très beau. Ça, on peut rien dire. Mais je crois que après avant son but, il est pas bon. À la passe D est incroyable. Et après, entre la 60e et la 80e, il y a un moment où il y a un nombre de sorties de but sur ses centres où la balle qui va Mm. en touche Ouais, qui est phénoménal. et c'est Ouais. dommage parce que c'est à ce moment-là où on sentait peut-être qu'on pouvait prendre l'ascendant. Et ouais, les déchets qu'il y a eu aussi bien du côté droit que du côté gauche. De toute façon, globalement, offensivement, ça a été très alarmant ce soir. À 10 contre 11, 11 contre 11, que Madueke soit à gauche, à droite, Martinelli, Saka, Gyökeres, Merino soit quand même un peu l'honneur de cette ligne offensive parce que dans l'ensemble, c'était le seul qui a quand même été au charbon, avec ses défauts, bien sûr. Hein. Mais offensivement, ouais, ce soir, ça a été dans toutes les configurations possibles, de la première à la dernière minute, ça a été très, très compliqué. Du coup, on arrive au double changement qui nous a un peu sauvés quand on était dans le mal, c'est-à-dire la rentrée de Madueke et d'Odegaard à la place de Zubi et Martinelli. C'est vrai que Martinelli, pour le défendre un peu, je pense pas que ce soit le pire joueur sur le Ah terrain non, ce pas du soir. tout. Non, non, c'était pas le pire, c'était pas le pire, Voilà, ça c'est clair. c'est vraiment pas le pire. Et donc, 2 minutes après, voilà le but de l'inévitable Merino, qui fait un match, allez, très mauvais, mais qui, Ah, Ouais, il fait pas un match très mauvais, il fait un il est au match à la combat. Hein. Merino en fait. Hein. Ouais, il est au combat. allez, Le ouais, pied en rouge avec une super remise. je suis méchant sur le très mauvais, mais c'est vrai que Ouais. c'est pas son meilleur match.
mais Non, il se démarque quand même et voilà, il est là où il faut sur le centre de Saka, qui est un très beau centre, il faut le dire. Donc passe décisive de Saka, qui n'avait pas fait une passe décisive en Première Ligue depuis un an. Voilà. Après, il y a eu ah ouais? sa blessure, mais ouais, ouais. Donc il a deux passes décisives cette semaine, mais ça faisait très longtemps que Saka n'avait pas été passeur décisif en Première Ligue. Et donc là, voilà, on revient à égalité. On revient à égalité. Un but partout. Et à ce moment-là, je me dis, ah, ça y est, on va renverser le match. Euh, on va renverser Chelsea. Ils sont cramés. On va pouvoir marquer un ou deux buts derrière. Et au final, ça pas tant que ça. Je trouve qu'on n'a pas profité de ce momentum-là, où finalement Odegaard est rentré à ramener un petit peu plus d'organisation au milieu, mais ça a duré que très peu de temps. Euh, je sais pas comment vous vous êtes senti, vous, après ce but de Merino. Est-ce que vous étiez confiant sur une possible victoire, ou si vous vous êtes dit, bon, ben, au final, le nul, c'est pas trop mal vu ce qu'on propose comme contenu? Pour moi, je pensais qu'on avait fait le plus dur, revenir au match nul à 10 contre 11, vu le contenu du match qu'on faisait. Pour moi, on avait fait le plus dur et je pensais évidemment qu'on allait chercher le 2-1. Mais j'ai rapidement vu que dans la suite du match et dans le contenu de ce qu'on proposait, ça allait être compliqué quand même, de marquer ce deuxième but, voire peut-être de maintenir ce score, puisque Chelsea a quand même montré encore plus et n'a pas du tout reculé. Ils ont été très dangereux en transition, notamment avec des sorties de balles rapides sur les côtés avec Pedro Neto et Garnacho. On a été beaucoup en difficulté sur nos transitions défensives, ce qui est quand même assez rare depuis le début de saison. Mais ouais, c'est dommage parce que, voilà, comme je le dis, je le répète, pour moi, on a fait le plus dur en revenant à ce un partout, puisque dans le contenu, on n'était vraiment pas bon. Mais bon, bah, on sait, c'est Merino. Merino, il est un peu inévitable de ce côté-là. C'est que tu sais que si tu mets un bon centre dans la bonne zone, si le ballon arrive sur la tête de Merino, c'est un peu comme si un ballon était dans les pieds de Trossard dans la surface. C'est forcément, ça peut être très très vite clutch. Mais ouais, je suis quand même très très déçu du contenu de cette seconde période. Même quand on met le 1-1, après, j'ai pas senti vraiment un rouleau compresseur se mettre en route ou alors vraiment une emprise vraiment réelle sur le match. Ça m'a, ouais, très très frustrant. Même, je dirais même qu'il y a eu un triple changement parce qu'en fait, la sortie de Joao Pedro pour Delap, je crois pas que c'est une super idée hein, pour Chelsea parce que, alors peut-être qu'il était fatigué, ça ok, mais Joao Pedro est quand même un côté un peu truqueur, garde les ballons, un peu compliqué à gérer pour nous. Et Delap est arrivé avec ses gros sabots et finalement s'est réveillé un peu en fin de match, mais pas fait que du bien. Donc aussi, on a pu prendre un peu la domination au milieu de terrain par rapport à Chelsea. Après, moi, sur le coaching de Odegaard 100% pour, Madueke, j'étais plutôt contre pour deux raisons. Un, parce qu'encore on le met à gauche et je trouve qu'à gauche, il n'a pas encore ses repères. À Chelsea, il avait fait que 4-5 matchs à cette position. Chez nous, il a un peu joué. Mais là, je trouve que c'était quand même un trop gros risque hein, face à Chelsea à l'extérieur de mettre à gauche. Et la preuve, je ne sais pas si vous avez vu, il n'est pas passé une seule fois. Il a Mm, fait que de jouer en retrait à chaque fois. mm. Et puis toujours pareil, j'ai toujours peur, moi, c'est retour d'ex. Surtout en Angleterre, où on sait qu'on peut siffler le joueur. Chelsea, on voit qu'ils ont des problèmes avec leurs ex. Hein. Averse, il est rentré dans Averse un peu pour se venger. Mount, je ne sais pas si vous vous rappelez, Enzo était rentré dans Mount il y a un an ou Ouais. deux. Et là, vous voyez, Madueke s'est pris 3-4 coups et les mecs rigolent à côté, tu vois. Et du coup, je me dis, voilà, c'était dur dans ce contexte de le mettre par rapport à ça. Je comprends l'intérêt, mais je me dis, Marty, est-ce qu'il est vraiment fatigué ou pas? Là, je trouve que c'était un peu risqué et le pari est perdu, clairement. Alors après, je ne sais pas en quel état est Gabi Jesus, mais je me dis, dans ce match-là, très fermé, en soi, parce qu'on a peu d'action, il faut du génie. Et ce mec-là, s'il y a un mec qui a du génie dans notre effectif, c'est bien ce mec-là. Alors je sais que c'est trop tôt, là je m'enflamme, mais c'est vrai que moi, dans le profil qu'avait Jesus, pour moi, c'était parfaitement le bon mec. Petits espaces, le ailier gauche, avec un latéral qui peut aider pour déborder, ça peut être pas mal. Ouais, c'est vrai que au final, la rentrée de Madueke, pas grand-chose de positif à retenir. Je suis d'accord avec toi, Maxime, sur le fait qu'à gauche, j'ai du mal avec Madueke à gauche, moi aussi. Je le trouve moins percutant qu'à droite, moins dangereux. À voir sur certains matchs après par la suite, mais j'ai pas l'impression que ce soit la meilleure idée de mettre Madueke à gauche comme ça, alors que, je sais pas, Mais je Martin. pense que ça peut être une bonne idée si tu as des espaces. Si tu Ouais, as là, des là, il y espaces à avait. exploiter, si tu as la profondeur. Mais là, clairement, déjà, effectivement, Chelsea, les joueurs de Chelsea savaient très bien que Madueke
c'est sur son pied gauche que ça se joue. Donc il le connaissait très bien. Et de deux, il revient de blessure, donc bon, on va dire qu'en termes de range, c'est moyen. Et de trois, bah, c'est à ce moment-là où Chelsea reculait beaucoup, donc très très peu d'espace. Donc effectivement, bah, c'est peut-être un peu compliqué c'était peut-être un peu trop compliqué pour Madueke. Et oui, malheureusement, Gabriel Jesus, c'est typiquement ce profil, mais je pense que ce match arrive peut-être 2 ou 3 semaines trop tôt. Ouais. Si on avait joué, je pense, ce match-là mi-janvier ou même fin décembre, je pense qu'on aurait pu voir un Gabriel Jesus se rentrer sur l'aile gauche. Ou même, il y avait un choix risqué, mais il a pas les faveurs du coach. Et voilà, tu sautes le coup, tu remets Eze sur la gauche, puisqu'il Oui. perdait, et tu mets un Nwaneri, ou tu mets un Nwaneri ou un Mereno au milieu de terrain, et tu fais montrer Gyökeres bien plus tôt. Mais pareil, on en revient à ce problème de rythme. Est-ce que Gyökeres peut rentrer à la 60e d'un match de PL, où il est-ce qu'il a que 15 minutes dans les jambes par rapport à ça? Mais en tout cas, j'en peux en parler avec mes amis au moment de 40, je sens que ça va pas être bon du tout. Bon, il n'a pas été bon du tout par rapport à ça. Et même au Bayern, hein, quand il marque son but, hein, c'est à droite qu'il le met. Hein, c'est là où il a ses habitudes. Hein. C'est à ce moment-là où vous avez changé. Et même, je crois qu'à un moment, Saka et Madueke ont inversé. Hein, quand Saka a commencé à rater beaucoup de Ouais. ballons. Mais En ça fin de passe match, oui. grand-chose. Ouais. Hmm. C'est vrai qu'après, après la rentrée de Gyökeres, donc à la place d'Eze à la 71e, bah, il y a eu, au final, il y a eu une succession de déchets techniques de notre part. Je pense surtout à Saka qui a beaucoup gâché d'occasions, même s'il a fait une belle passe décisive. Voilà, on a ce presque but de Gyökeres à la fin si Timber lui enlève pas le ballon, mais bon, c'est même pas une occasion au final, c'est vraiment une, Bon, de- c'est une situation, mais une situation, rien quoi. de plus. Et au final, à part la frappe de Merino, il y a pas grand-chose à se mettre sous Il y la a dent, pas, quoi, dans il le y match a de ce vraiment pas contre. grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. C'est pour Donc, ça que offensivement, le contenu, il est quand même très très dur ce soir. mais Ah, mais même vraiment sur la fin de match, où c'est eux qui sont censés être dans le dur physiquement, nous, on a des joueurs qui viennent de rentrer, qui ont du jus. Eh ben je trouve qu'on était vraiment parfois limite contraint à défendre ou incapable de sortir la balle. Donc moi, c'est ça en fait qui m'a choqué sur la fin de match, c'est notre incapacité à vraiment leur mettre la pression, à leur faire du mal. Alors, est-ce que c'était parce qu'on était trop juste physiquement ou est-ce que c'est parce qu'on s'est fait un peu manger dans l'intensité je sais pas, mais c'est vrai que moi, ce match, il me frustre un peu quand même, surtout sur la fin de match, en fait, parce que je me dis, bah, à part sur cette situation de jeu avec le standing capier dans la surface, ben, au final, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent en termes d'occasion, T'as, vraiment, t'as- offensivement, c'est t'as dur, la quoi. frappe de t'as la frappe de Merino ou t'as Gyökeres qui tacle 2 pieds en avant dans la mâchoire Ouais, du pauvre Robert Sanchez. ouais, Mais mais sinon, à part ça, c'est vraiment pas fou, à quoi. part ça, c'est pour ça l'action que de- là, ça serait bien quand même qu'on ait quand même un peu de nouvelles positives de Havertz ou que Gabriel Jesus réussisse à reprendre des gens parce que offensivement, il faut qu'on montre un peu plus de choses. D'accord. Le contenu de ce soir, alors peut-être que c'est une sortie de route, ça peut arriver. On va pas gagner tous les matchs, on va pas infliger des corrections non plus tous les matchs. Mais il faudrait pas que ce genre de contenu offensif se reproduise parce que sinon on peut vite se retrouver dans la même galère que la saison dernière. Mais typiquement, en contenu, je trouve que c'est un match de la saison dernière. C'est tout est lent. Tout est Ouais, lent, tout est. stéréotypé, c'est C'est très ouais, stéréotypé, c'est très lent, il se passe pas grand-chose, c'est toujours Odegaard, Saka qui a le ballon, Saka qui revient sur Odegaard, et on va ouais. jouer de l'autre côté, un peu comme un U au handball en fait, où bah, si tu n'arrives pas à percer la ligne, t'as personne qui décroche, t'as personne qui a ce petit geste pour briser une ligne. Donc c'est dommage parce que depuis le début de saison, on avait réussi à mettre un peu tout ça derrière nous avec Saka qui faisait aussi un bon début de saison globalement, avec Eze qui est arrivé, qui jouait beaucoup plus haut aux abords de la surface en début de saison. Mais là, oui, c'est typiquement offensivement, c'est un match de la saison dernière. Défensivement, c'est un match de la saison 2020-2021 peut-être, ou 2021-2022, je sais plus. Mais à part Declan Rice, le reste, c'était ouais, dans le contenu, ça a été très compliqué. Ouais, Declan Rice, c'est vrai que Declan Rice, même dans les matchs où on est en dedans, ben, Declan Rice, il fait quand même des grosses performances. Voilà, le joueur majeur de cette équipe cette saison. Ce qui n'a pas été le cas de tous les milieux de terrain aujourd'hui. Maxime en a un peu parlé avec Eze tout à l'heure. Mais ça a aussi été le cas de Zubimendi,
qui nous avait habitués à faire des performances super régulières et au final très surprenantes par rapport à son manque d'expérience en première ligue. Mais là, aujourd'hui, on a senti quand même que physiquement et dans l'intensité, il n'était pas là. Alors voilà, ça arrive pour lui. Il nous avait tellement habitués à des performances super que là, il a un peu, on va dire, disparu des radars. Toi, Louis, qu'est-ce que tu en as pensé de ce milieu de terrain ce soir? Bah oui, Zubimendi, on sait que sa force, c'est de contrôler le tempo et de prendre en main le jeu et d'orienter le jeu. Donc effectivement, c'est très bien quand tu as le ballon. Par contre, quand tu n'as pas le ballon et que tu te fais rentrer dedans, bah, faut savoir un peu réinventer son jeu et peut-être montrer autre chose que ce que tu sais faire. Et là, Zubimendi, oui, il a beaucoup souffert parce qu'il n'a pas du tout réussi à mettre le pied sur le ballon et à faire remonter, à être l'homme présent comme il a été depuis le début de saison sur les ressorties de balles. C'est marrant parce que ça me fait penser au moment où il a signé Arsenal, il y avait un article qui était sorti comme quoi Zubimendi devait faire très attention parce que c'était un type de joueur déjà en Espagne qui se prenait beaucoup de cartons. Il se prenait beaucoup de cartons justement pour soit des actes, on va dire, d'anti-jeu, soit de contestation. Et là, vraiment, on a vu peut-être le Zubimendi où bah, la meilleure façon peut-être de l'arrêter et de le prendre à défaut, bah, c'est typiquement de lui rentrer dedans et de mettre beaucoup d'intensité, beaucoup plus que lui. Et là-dessus, oui, Zubimendi, il a beaucoup souffert dans ce match, ce qui nous a pénalisé, un, dans nos transitions offensives, et deux, dans nos transitions défensives, dans les deux aspects du jeu, quoi. Donc ouais, je pense que c'est peut-être le plus mauvais match de Zubimendi depuis qu'il a Arsenal, je pense. Maxime, toi, est-ce que tu partages cet avis Ouais, par rapport à Zubimendi? je rejoins 100% Louis par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est un joueur qui aime aussi avancer, agresser le porteur de balle. Et là, il l'a pas du tout fait. Il est toujours un peu à reculons. Euh, et typiquement, je pense que tous ceux qui avaient un peu peur du passage Partey-Zubimendi, ils ont surtout évoqué les gros matchs à l'extérieur. Là où Partey et Rice, c'est vrai qu'il formait une belle charnière devant la défense, bien solide. Et c'est un peu les doutes qu'on avait, nous, derrière. Et ce qu'on peut voir, c'est les matchs où on a un peu de mal, les gros matchs, il n'y a pas été le meilleur. Liverpool, City, par rapport à ça. Donc, son gap de progression, peut-être qu'il n'y arrivera jamais parce que physiquement, il est trop lent ou trop petit. Mais on a vu hein, qu'il pouvait s'en sortir et être hyper véloce. Mais je pense que. Et comme l'a dit très bien Louis, c'est quoi? Il n'y a pas de plan B en fait. Le plan A, il échoue, il échoue, il échoue. Et à un moment, Eze il se réinvente, Zubimini se réinvente. Alors qu'un Rice, bah, il est un peu au four et au moulin tout le temps par rapport à ça. Et j'aurais bien aimé voir au stade si en plus il prenait la parole pour recadrer un peu les défenseurs ou les milieux de terrain quand ça allait pas. Parce que de toute façon, on avait une équipe qui était un peu perdue à un moment. Hmm. Typiquement, je pense que c'est vraiment le genre de match où il nous faut un destructeur en fait dans cette position de sentinelle plus qu'un mec qui va faire le jeu. Tu sais que c'est un combat d'hommes, il va y avoir beaucoup d'intensité. Bah écoute, essaies de mettre peut-être un profil qui est beaucoup plus, on va dire moins comme Zubendi qui va contrôler le tempo, mais un peu plus destructeur. Rice sait le faire quand il est en numéro 6, mais on avait forcément besoin d'un box-to-box. Est-ce que peut-être on n'aurait pas pu voir un Norgard dans ce match où oui, techniquement, il est en dessous, techniquement, enfin, en termes de vitesse, il est en dessous, etc. Mais pour le coup, Norgard, sa principale qualité, c'est que c'est un vrai destructeur de transition offensive adverse. C'est peut-être le type de match où on pourrait voir Norgard. Alors, bon, on l'a pas vu ce soir, bon, c'est pas très grave. Mais peut-être que dans le futur, si sur un match de coupe, on sait où c'est un match où il va y avoir beaucoup d'intensité, beaucoup de duels défensifs, etc. Bah, pourquoi pas tester le Norgard qui connaît très bien la première ligue, qui certes a un âge plutôt quand même avancé et qui n'est pas le plus rapide, mais ça répond à ses qualités où bah, quand il faut mettre le pied, quand il faut le duel, quand il faut mettre le coup d'épaule. Alors Zubimendi c'est le faire, mais c'est pas, en termes de physique, c'est pas sa principale qualité. Alors qu'un joueur comme Norgard, bah, le combat de première ligue il connaît, les défis physiques de la première ligue il connaît. Peut-être que c'est le type de profil qu'il aurait peut-être fallu à un moment donné en seconde période. D'ailleurs, c'est pas pour rien si Rice passe en sentinelle quand Zubimendi sort et que Arteta joue avec Eze et puis Odegaard en double pivot de numéro 10. Mais ouais, ça va peut-être donner des idées à des clubs de première ligue qui vont nous affronter ou bah, pour arrêter Zubimendi, c'est simple, il faut mettre beaucoup d'intensité et venir l'agresser très très haut.
Et ouais, bon voilà. Après, oui, c'est un match raté, mais c'est pas non plus alarmant. Tout le monde va rater des matchs, tout le monde a déjà raté des matchs, et je pense que Zubimendi en ratera encore. À lui de montrer que voilà, dès mercredi, je pense qu'il sera certainement titulaire contre Brentford, que c'est derrière lui, quoi. Mais Hmm. typiquement, je trouve que les matchs où il a un peu de mal, c'est quand il y a un 10 très physique. À la Szoboszlai de Liverpool, à un Rodgers de Hmm. Villa, à Enzo qui était très agressif et mobile aujourd'hui. Alors quand c'est un 4-3-3 ou un mec un peu plus mouvement, comme le petit Karl de Bayern, et ben là, il a su vraiment prendre le pouvoir par rapport à ça. Donc, comme tu l'as dit, faut lui rentrer dedans, mais ça fait peur parce que ça va devenir un de nos points faibles par rapport à ça. Et puis, toujours pareil, est-ce que tu te dis, bon, est-ce que j'accepte sa part de points faibles pour avoir ses points forts? Et en fait, j'ai pas trouvé dans la relance, alors c'est pas que de sa faute, hein, ça bougeait très peu devant, mais dans la relance, mais étonnamment, je trouve qu'il s'était beaucoup amélioré au fur et à mesure. Le match du Bayern, le match de Tottenham, je l'ai trouvé très très bon là-dessus pour casser les lignes. Et aujourd'hui, ça, je vous dis, là, je sais pas si c'est sa faute ou ça bougeait pas assez, mais il y avait pas grand-chose. Donc en fait, on avait un mec qui était un passe-plat entre Mosquera et Nkapi pour les aider un petit peu, mais pas beaucoup plus. Ouais. Alors, Et j'ai c'est pas. c'est- Ouais. Voilà. Vas-y, Non, vas-y. mais c'est où j'en veux à aiser en fait. Genre, clairement, j'en veux à aiser parce qu'en fait, parce que quand tu vois que Rice il est partout, Zumendi galère un peu, mais c'est pas de sa faute parce qu'il a physiquement il a du mal, bah, libère-toi, propose des choses. Et Merino, au fur et à mesure, a beaucoup des données hein, pour aider sur le Oui, terrain. beaucoup, 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 ouais. Beaucoup trop même, parce que c'est sûr que du coup, après, quand tu as ton attaquant de pointe, entre guillemets, qui redescend aussi bas pour faire le jeu, bah derrière, quand tu es face offensive, il faut que Merino il remonte 50 mètres sur le terrain, bah c'est pas évident. Et ce qui est un peu décevant là-dessus, c'est que effectivement, donc, on sent que Merino redescend, mais pour autant, entre Saka et Martinelli, bah, il y a pas beaucoup de mouvement en fait suite au décrochage de Merino. Est-ce que Saka devrait pas rentrer peut-être un peu plus dans l'axe? Est-ce que Martinelli devrait pas rentrer un peu plus dans l'axe pour compenser justement ces décrochages de Merino? Et contre le Bayern, on sentait vraiment que Saka était collé à la ligne, Trossard était collé à la ligne, et là ce soir c'est encore pareil. Donc je pense que les retours de Gyökeres et d'Avert vont faire, même voir de Gabriel Jesus, qui sait très bien le faire, vont faire du bien. Mais ouais, bon, c'était ouais, dans le Ouais, contexte, c'était un peu catastrophique, quoi. et puis, ce que tu dis, c'est très vrai. En fait, surtout que ce que j'aime pas, c'est que tu te dis, bah, est-ce qu'en plus Saka et Martinelli peuvent faire la taper en profondeur pour un peu écarter le jeu? Et non, à l'inverse, ils demandent la balle dans les pieds. Donc, en fait, tout le monde se retrouve sur une barre latérale de 20 mètres au milieu de terrain. En fait, tout le monde se colle. Nous, on se fait rentrer dedans en plus. Et il n'y avait aucun espace par rapport à ça. Et c'est là aussi où je trouve que Martinelli, Saka, après, à la télé, c'est dur à voir s'ils avaient parfois les opportunités de faire les appels en profondeur. Mais ouais, en fait, en gros. Le plan a échoué, on a insisté jusqu'au bout, jusqu'à Odegaard revienne et mettre un peu les choses en ordre par rapport à ça, sans que ça soit incroyable. Hein. J'ai pas vu non plus du grand Odegaard. Oui, après, il fait bonne rentrée pour un joueur qui revient de blessure. Vu Oui, le contexte du match, l'intensité et tout, je suis plutôt très satisfait de la rentrée d'Odegaard. Perso, je m'attendais quand même à pire comme rentrée, enfin pire, Ouais. pire Hmm. dans le sens où bah, c'est compliqué de prendre le train en route dans ce type de match-là. Et finalement, je trouve que bah, tout de suite, il a pris le jeu à son compte, il a tenté des choses. Alors, il n'a pas tout réussi, c'est normal, il y a la blessure et avec le contexte du match. Mais tout de suite, il a mis le pied sur le ballon, il a trouvé les bonnes zones, il a trouvé les bons circuits de passe. Donc ouais, la rentrée d'Odegaard là-dessus, elle a quand même fait du bien. et en fait, limite, j'ai l'impression que Odegaard fait une bonne rentrée, et finalement, il s'est trouvé un peu handicapé par Lewis Kelly, hein, que j'ai trouvé Oui, après ouais, 100% là. vidé au milieu de terrain. Il touchait beaucoup de ballons, il n'a pas été mauvais en soi, mais je trouvais qu'en fait, c'était. Bah, il passait à Madueke lui a donné, il donnait une capi, et ça tournait en fait. Et du coup, rapidement, les défenseurs se sont mis sur Odegaard et Saka, et Timber, un peu le trio à droite, et en fait, à gauche, il ne s'est passé plus grand-chose par rapport à ça. Et c'est dommage. C'est un joueur qui est vraiment plus instinctif, Lewis Kelly. Et là, je l'ai pas trouvé très inspirant en tout cas. Ouais. Et puis en plus, ça rejoint. Pas encore, hein, pardon. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Fini. C'est un défaut que je pense que tout le monde avait identifié sur l'année dernière, le manque des apports des latéraux. Alors, si on avait un Timber qui n'était pas encore à ses pleines mesures à droite l'année dernière, c'est Hmm. beaucoup mieux cette année. Ou on avait Lewis Kelly qui est sur un profil intérieur en Calafuri qui était pas nécessairement dispo. Là, on a eu un travail des latéraux un peu limité offensivement aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça m'a donné tellement de regrets la dernière action, parce que si Timber s'efface, il y a but. Hein. Là, le débrief est différent. Hein. Gyökeres, il envoie la balle en plein dans le but. Je sais pas Ouais. si vous vous rappelez, mais en fait, Saliba, il y a un an, il a la même. Je trouve que c'est Trossard qui lui pique, ou c'est Kipe qui lui pique, et on peut gagner ce match-là à la dernière seconde l'année dernière. Et là, c'est pareil. Si Timber ne la prend pas, et c'est pas, je veux pas réinventer le match, hein, mais si Timber
Ne la prend pas, il y a but. Hein. Ah Oui, 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 bah, bien derrière sûr. Bien Gyökeres, sûr. il était passé, on Il voit arrive dans le comme un, moment, il arrive comme Parce un que sanglier Nkapi, derrière. Parce que Nkapi, il fait un super débordement, comme on aime tous, un peu la Bundesliga. On le voit, ces grandes enjambées. Je sais plus qui fait la passe dans le bon tempo à ce moment-là. Peut-être que tu t'as noté, je crois que Corentin. je crois que c'est MLS, il me semble, non? Ouais, Peut-être, bah, Qui alors, fait la passe à MLS, Nketiah. ouais. Mm. tu l'ajoutes de ta part alors. Et en fait, bah, c'est ce qu'on aurait vu plus souvent. Et c'est là où parfois, je trouve que parfois, ce que Mikel a parfois fait en début de saison, où il faisait rentrer White en fin de match, parce qu'il savait que White apportait plus que Timber offensivement. Là, je pense que c'était pas un bon remplacement à faire, ce Timber tenait défensivement. Mais, euh, mais c'est là où les latéraux doivent faire plus, clairement. Ouais. Juste clôturer sur le sujet Zubimendi, j'ai regardé, c'est quand même le joueur dans notre équipe qui prend largement le plus de cartons jaunes. Il en a 6 depuis le début de saison. Hein. Et donc 3 en Ligue des Champions, ce qui lui a valu une suspension contre le Slavia Prague, on s'en souvient. Donc je Et pense que d'ailleurs, en première ligue, c'est quoi la règle de suspension déjà? je ne sais pas Tous du les tout. Parce que cinq. s'il a Euh, déjà 6 cartons, s'il a déjà 6 cartons jaunes en combien? 13 journées? 14 journées peut-être? alors 6 dont Euh, 3 en Ligue des Champions. Là, il en a 3 en Première Ligue. être en première ligue, ouais. Mais Ouais, je bon, pense que bah. ça peut. Je pense que ça peut vite C'est pas arriver. 3 tous les 10 matchs? 3 tous les 10 matchs ou 5 tous les 10 matchs, je Bah, sais plus. et j'espère pas parce que du coup, il y est. Donc on va Mais voir. sinon, Euh, Brentford, c'est un match où on fait tourner. Hein. Clairement, Villa, c'est le gros match de la semaine prochaine. On joue samedi, samedi ou dimanche, je sais plus. On joue Mm. mercredi face à Brentford. Je pense là, l'équipe type, là, le 11 type qui a peu tourné sur les 3 matchs, il est un peu épuisé. Clairement, On là, il parlera, faut ouais. du Norgard. Il faut peut-être du Nwaneri, même s'il n'a pas vraiment la confiance du coach en ce moment. Il faut du du White, très Gyökeres, clairement. Ouais, Gyökeres, on va Odegaard, parler, White. Après, on faudra va voir parler de aussi, Brentford après. faudra voir aussi du coup avec cette fameuse charnière qui pour moi n'a pas vraiment fonctionné ce soir. Alors, je pense que c'est deux excellents joueurs, Mosquera et Nketiah, mais peut-être qu'ils ont peut-être un peu plus de temps. Ils ont besoin d'un peu plus de temps pour aussi avoir un peu plus d'automatisme. Donc, est-ce que White n'a pas un rôle à jouer justement dans cette charnière si Saliba n'est pas remis mercredi? Puisqu'un coup, si c'est un gros coup, il peut le prendre jusque Villa, hein, sa douleur. Et le match de mercredi va quand même très très vite arriver. Donc, est-ce que White ne peut pas jouer un rôle dans cette charnière Ouais. où on voit qu'on a quand même manqué de leadership là ce soir entre Mosquera et Nketiah? Je le redis, hein, deux excellents joueurs, mais une charnière, ça doit apprendre à se connaître. On l'a très bien vu avec Saliba et Gabriel, ça a quand même mis X saisons à vraiment performer au plus haut niveau. Donc, est-ce que White, en termes d'ancienneté, de leadership, de joueur qu'il est au sein du vestiaire, est-ce qu'il n'a pas un rôle à jouer justement dans cette charnière en l'absence de Gabriel et de Saliba? Parce que je suis pas sûr que. Alors si, je pense qu'à terme cette charnière elle peut largement fonctionner parce que je le redis, c'est deux excellents joueurs, Nketiah et Mosquera. Mais ça arrive peut-être trop tôt en fait cette charnière, cette association où c'est peut-être des joueurs qui ont quand même encore besoin de temps. On va parler du match de Brentford après. On clôture sur ce match sur les tops et les flops. Et costaud, c'est celui-là, parce que je pense que ça va peut-être être les flops et les tops les plus compliqués de ce début de saison. On va commencer par les flops. Maxime, donc toi, c'est la première fois que tu fais le podcast, donc on rappelle la règle. Trois flops, trois tops, pas de plus, pas de moins. Ok. On va laisser Louis commencer par les flops. Alors les flops Eze, bah, ça va être compliqué d'en trouver trois, hein, mais Ah, faut bien allez, choisir. Ah, faut je bien vais dire choisir. Eze, Zubimendi. Et le dernier, j'hésite entre Saka et peut-être bah, justement la charnière qui moi m'a pas du tout rassuré. Mais je vais quand même dire cette charnière qui m'a pas du tout rassuré, qui m'a semblé sur le fil quand même de la première à la dernière minute. Saka a l'avantage de mettre cette passe décisive, mais qui le sauve entre guillemets un peu parce que on peut pas analyser un match qu'à travers les statistiques. Mais bon voilà, je vais quand même mettre cette charnière, même si Saka mériterait largement d'être dans ce top 3 parce qu'il fait pas du tout un bon match malgré cette passe décisive. Maxime. Très proche. Flop. En un Eze, 2 Zubimendi. Et en 3 je suis entre Saka et Madueke. Ça rentrait catastrophique. Je me tirais les cheveux sur Madueke. C'est dur, hein, parce que le contexte, hein, mais je pense que si on fait la like de Madueke, c'est catastrophique, son match, ça rentrait. Donc je mets plutôt lui. Voilà. T'as quand même mis Eze, ton petit chouchou en un, quoi. Ça... Non, mais moi, j'en ai parlé dans les spaces, c'est qu'en fait, c'est que
plus ça avance, plus il confirme un peu ce qu'on espérait, ce qu'on craignait de lui. C'est que c'est quelqu'un de nonchalant globalement et capable de faire des coups de génie incroyables. Et en fait, Mm. Palace, ça ne se voyait pas ce Palace, tu te fais dominer. Et puis sur une ou deux actions, tu mets un but incroyable, ça marche, ça fait rêver les gens. Ça marque. Même si j'ai appris à l'apprécier sur ce qu'il est. Mais moi, je suis persuadé que c'est plus un ailier gauche, hein. Clairement, dans la dernière phase du jeu, où là, en fait, son côté incertain, son pied ouvert, fermé, peut faire beaucoup de mal. Même si maintenant, on a beaucoup de l'ailier gauche, on en a 3 ou 4. Mais je pense que c'est là où il sera le meilleur. Encore, quand on a les Mirel dans un petit match, je pense qu'il a plus le temps de se retourner. Mais là, quand tu as Stamford Bridge avec un Caicedo, un Enzo, tout le monde à fond derrière, tu peux pas être nonchalant. Ça n'existe pas. Mm. Bah, après, moi, je vous rejoins sur Eze et Zubimendi. En 3 je mettrais quand même Saka, moi, personnellement, parce que la passe D, personnellement, ça me suffit pas et je trouve qu'il a trop de déchets sur la fin de match et moi, ça me gêne qu'il soit pas, en fait, qu'il soit pas clutch, comme on dit, sur ces moments-là où il sort pas quelque chose de génial. Ça me gêne quand même Et que surtout, Saka, que Saka se tape pas dans des matchs comme ça me gêne. c'est une constante depuis quand même quelques semaines, voire depuis le début de saison, Mm. où, bon, autant la saison dernière, il arrivait quand même à avoir un petit peu ce côté clutch où il arrivait à toujours avoir un but ou une passe décisive. Et là, je trouve que dans la prise de décision dans le dernier geste, bah, contre le Bayern, c'est pareil, il a une occasion, alors il tire en force, c'est dévié par Neuer, est-ce qu'il peut pas mieux faire? Alors oui, c'est lui qui tire le corner sur la tête de Timber, là c'est lui qui fait la passe décisive sur la tête de Merino. Mais au global, on peut pas, un joueur qui veut être le leader offensif de son équipe, on peut pas se raccrocher qu'à ça en fait, c'est pas possible. On attend beaucoup plus, on attend sur le terrain qu'il soit le leader charismatique, qui pousse l'équipe. Et là, ça fait quand même quelques matchs où, bah, globalement, ouais, je suis un peu pareil, je suis un peu déçu par les prestations de Saka. Alors des fois, il est, comme je disais tout à l'heure, il est parfois très très bien marqué par deux ou trois joueurs. Mais là, à 10 contre 11, alors il a touché un peu plus de ballons, mais dans le dernier geste, bah, c'était pas terrible quoi, en fait, hein. Mm. Mais globalement, je trouve que c'est un match qui fait un peu mal à son image. Alors, nous, on connaît mieux parce qu'on voit tout le temps. On sait à quel point il est impliqué dans le club, il est attachant. Mais en fait, ces matchs-là, les matchs qui sont regardés, en fait, il fait pas assez. Puis il a beaucoup de déchets, je trouve, pour un joueur star de l'équipe. Euh, Tu vois pas d'un Foden, d'un Palmer, parfois autant de déchets, de balles perdues par rapport à ça. Même si je suis persuadé qu'au niveau complet, il est meilleur qu'eux parce qu'il a été bon plus régulièrement sur des gros matchs. Et surtout, lui peut s'en tirer avec peu de ballons et pas forcément une équipe qui domine à côté de lui. Mais c'est pas assez par rapport à ça. Et puis, ouais, quand on entend la stat que tu donnais au début, hein, première passe D depuis un an, même s'il a été blessé. Euh, et puis surtout, ce qui me fait toujours marrer, c'est quand je vois ses buts en sélection, la balle, elle part vite. Il a un nombre de buts, des golazzo un peu en sélection assez incroyable. Ouais, c'est Et vrai, que, ouais. et que nous, en fait, alors oui, j'ai quelques souvenirs de Nottingham l'année dernière, où il met une frappe de loin, par exemple. Mais en fait, Bayern, il fait en fait, toujours des plats du pied. Et tout ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, son mauvais pied droit, il met des banderilles. Et après, par exemple, le match Everton il y a 2 ans, ou le match de Leeds cette année, où il met une patate du pas droit. Mais pied gauche, en fait, il enroule toujours second poteau, et c'est pas fort. Et clairement, ça, c'est un axe où il doit s'améliorer, sinon il restera toujours un bon, très bon joueur. Mais parfois, pas plus, ouais. C'est un très bon joueur, il n'y a pas de Mais doute, hein. Ah Mais oui, voilà, là où tu as raison, c'est effectivement le mec qui regarde jamais Arsenal qui a dit tiens, je vais regarder Arsenal-Chelsea. Il met sa télé, il voit le match de Saka. Bah, jamais il se dit que c'est un des meilleurs joueurs de première ligue, quoi. Il va dire bah, ouais, match moyen, je sais pas ce que je trouve à Saka, bah, comme tous les matchs, comme tous les mecs sur Twitter, quoi, qui regardent jamais Arsenal et qui se fient juste à ce qu'ils voient sur TikTok. Et ils vont dire bah ouais, bon, Saka, c'est pas terrible. Bah, là, je peux pas leur en vouloir parce il fait pas un gros match, Saka. Sur un match qui était très attendu. Sur les matchs très attendus, tu attends les joueurs, tu attends les leaders. Côté de Chelsea, on en parlera dans les tops, mais tu as des mecs clairement qui ont élevé leur niveau. Et bah, là, côté Arsenal, tu n'en as pas beaucoup, quoi. Mais là, pour la première fois de notre vie, on va avoir un Saka concurrencé, parce que là, maintenant, enfin, le banc arrive. Déjà, je ne suis pas sur la place pour tout le monde, entre Havertz, Jesus, Trossard, Madueke et tout ça. Donc là, on va pouvoir enfin voir si Saka, s'il fait 2 matchs sans stats ou sans influence, est-ce que Mikel n'hésitera pas à le sortir beaucoup plus tôt, ou parfois mettre Madueke dès le départ et Saka sur le banc.
on n'a jamais vu Saka sur le banc, hors juste pour du repos par rapport à ça. Et donc, ça sera Ouais. intéressant de voir ça. Mais bon, après, Madueke, ce qu'il montre là, voilà, il est intéressant. Il y a plein de choses intéressantes, mais bon, faut voir aussi ce qu'il peut faire. On enchaîne sur les tops. Louis, tes 3 tops. Les tops, je vais mettre Declan Rice. Il fait pas, c'est pas un match de l'année, il fait pas son meilleur match sous maillot d'Arsenal, mais c'était le seul globalement qui s'est montré à minima au niveau face à cette équipe de Chelsea. En top, je vais pas mettre un joueur d'Arsenal, mais je vais mettre Reece James parce qu'il fait un match quand même phénoménal. On n'a Et je jamais, suis obligé. on a jamais fait ça, je crois. On n'a jamais fait ça, mais vu Mettre un son joueur match, je suis adverse en obligé. top. Je suis obligé de le mettre en top parce qu'il fait vraiment le match de Reece James, Ouais, il non, est mais quand c'est même impressionnant. C'était assez. impressionnant. Impressionnant ce qu'il a fait. Il est phénoménal à 11 contre 11, à 10 contre 11. Je me suis dit, waouh, effectivement, c'est un joueur, on sait, qui est miné par les blessures. Et quand il est fit et comme ça en forme, dans ce poste de relayeur au milieu de terrain, waouh, il fait quand même un match. Alors, effectivement, c'est pas un joueur d'Arsenal, évidemment, mais le match qu'il fait, je pense que c'est un match qui a été phénoménal. Et après, un deuxième top côté Arsenal, ça va être compliqué. Ouais, je pense que Timber fait aussi relativement un bon match. C'est pareil, c'est comme Rice, hein, c'est pas son meilleur match, Ouais. mais il fait quand même relativement dans cette défense. Ça a été le joueur le plus solide dans ces duels. Donc voilà, Rice et Timber pour mes deux tops côté Arsenal. Euh, Maxime. Moi, de mon côté, si je reste sur du Arsenal, je mets Rice, qui était un peu partout, pareil. Pas incroyable, mais qui était efficace, qui a été beaucoup cette défense, qui a un peu de mal sur la charnière. Je mets en deux, euh, vraiment pas pour son but, mais je me mets Reno. En fait, il s'est jamais caché, il a fait des bonnes remises intéressantes. Sa frappe, elle est pas trop mal hein, l'occasion du Querès, mais le tacle sur Sanchez. Donc je me mets Reno aussi pour le Mm. féliciter. Et puis il court énormément, hein. Je l'avais vu là une semaine de milieu de terrain. Il avait fait 13 km ou 12,8, c'était incroyable. Bayern, il est encore top 3 dans les courses. Là, Ouais. il est là en fait. Et puis il met son but. Et il est pas simple son but, hein. Il saute haut, il a du gainage, il la met hors de portée de Sanchez. Franchement, donc, bravo à lui, même si c'est pas un match incroyable. Et aussi, j'ai envie de récompenser aussi, alors, par exemple, mais Raya, je trouvais qu'il y a des frappes, pas toujours simples, bien captées, pas relancées. Le corner, il peut pas grand-chose, elle est bien lobée. Surtout que Raya, il a diffusé de la sécurité par ses sorties, ses relances. Donc j'ai plutôt bien aimé son match, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire finalement. Mais il y a quand même deux, trois arrêts intéressants de sa part là-dessus. Et puis, ouais, et puis une médaille du chocolat quand même à même Gyökeres, hein. Il est sur les deux occasions de fin. Il fait la Ouais, remise sur Merino. Alors, il a fait un peu l'arrache hein, à la Gyökeres, une talonnade un peu où il se prend les pieds dedans, mais il ne sait pas faire passe D. Merino, s'il enroule deux un peu au poteau, je pense qu'il peut y avoir un but. Et puis en fait, bah oui, si Timber ne vole pas la balle, il marque le but de la fin. Donc voilà, il crée une menace. C'est qu'il est au bon endroit au bon moment. Donc j'ai hâte de le voir là, face à Brentford, Villa, des défenses plus ouvertes pour lui. Donc voilà mes trois tops, ouais, en gros. Mm. Ok, bah moi pareil, globalement, je pense que Rice numéro un et puis Timber quand même, puisqu'il fait une grosse intervention en première période et parce qu'il voilà, on le répète à chaque podcast, à chaque article, mais voilà, Timber c'est le joueur le plus régulier depuis le début de saison avec Rice, donc ce soir c'est pareil. Et aussi Wesley Fofana, hein. J'aime pas trop le joueur, son comportement, je le trouve un peu détestable, mais je trouve il a un super profil. Il fait un gros match dans l'impact et la vitesse. Gusto aussi, il a changé, hein. Gusto, c'est plus Gusto il y a 2 ans qui se faisait passer souvent. Il est très sérieux défensivement. Et puis voilà, Reece James aussi, qui était énorme. Et puis ils ont le joueur qui est vraiment insupportable quand tu es en transition, c'est Neto. C'est un mec qui s'arrête jamais de courir, qui me fait toujours il peser va une vite, menace. hein. Il va Même vite en plus, hein. s'il il rate pas toujours, il rate des choses, mais il garde les ballons. Donc ouais, il nous a un peu embêtés, je pense, et on a eu peur de lui. C'est ça qu'Incapi il reste un peu de son côté, mais là aussi, on a un peu peur de lui. Mm. Après, il faut le dire, Chelsea fait un très bon match hein, ce soir aussi, hein. Donc, Ouais, bien sûr, bien sûr. on va passer, enfin, on va se projeter maintenant sur le match de mercredi, donc contre Brentford, qui est actuellement 10e de Première Ligue. Je pense que là, ça y est, on a passé les 3 gros matchs, on a vécu plein d'émotions, très positives contre Tottenham et le Bayern, un peu mitigé aujourd'hui contre Chelsea. Maintenant, on va calmer un peu. Je pense que là, le match contre Brentford, c'est l'occasion de soit relancer des joueurs qui étaient blessés, soit en faire souffler certains.
Je pense à Norgard, je pense à White. Euh, donc si on doit se projeter vraiment sur le match contre Brentford, ce serait quoi pour vous votre 11 idéal? Ou si vous n'avez pas de 11 vraiment en tête, quels sont les joueurs que vous aimeriez voir vraiment sur ce match-là? Sachant que c'est censé être un match à domicile contre Bradford. On sait qu'il n'y a pas de match tranquille en PL. Tous les matchs sont très intensifs. Mais normalement, par rapport à ce qu'on vient de passer, c'est censé être un match un peu plus tranquille. Toi, Louis, qu'est-ce que tu verrais comme match? Comme joueur. Ouais, alors on peut pas non plus. Alors oui, ça va être un match plus tranquille qu'effectivement ces dernières semaines, mais on peut pas non plus prendre ce match trop à la légère. C'est pour ça que je dis Donc entre guillemets. Ouais. exactement. Donc je pense pas que non plus on faut balancer l'équipe par exemple comme on a vu contre Brighton en coupe. Turnover, oui, il doit y avoir, mais ça doit pas être non plus le turnover du siècle, je pense, puisqu'il faut quand même maintenir un minimum de compétitivité. Et on sait, Brentford, c'est toujours une équipe qui est chiante à jouer. Ils sont imposés 3-1 ce week-end. Ils ont perdu pas mal de joueurs intersaison. On leur prévoyait un peu l'enfer cette saison. Bah, finalement, ils sont 10e, ils sont bien installés, ils ont des bons petits joueurs de ballon de première ligue. Donc, moi, je pense il faut revoir Gyökeres en pointe, il faut revoir du Odegaard. Quid de l'état de Saliba, c'est un gros point d'interrogation, puisque si Saliba, si son coup, bah, finalement, ça se révèle être vraiment très très mineur et qu'il peut jouer dans 2 jours, bon bah ok, dans ce cas-là, on réinstalle directement en défense centrale, je pense, aux côtés de Hincapié. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Mais, s'il a out, bah peut-être, comme je disais, voir avec Ben White. Je suis en train Bon de coup, m'étouffer. Louis. Louis est en train de nous quitter Ouais, en plein c'était vraiment podcast. la perspective. Je me suis dit, Saliba est encore à out, je me suis vu dépérir, mais c'est pas grave. Mais non, non, je disais du coup, Saliba, c'est pas très grave pour si, Saliba. si Saliba, oui, mais ça arrive vite, hein, ce match de Brentford, il arrive déjà dans 2 jours, hein. Ouais. Donc, si Saliba est toujours out, pour moi, quid de Ben White qui peut jouer dans l'axe et qui peut jouer sur un couloir? Est-ce que c'est pas le moment aussi de le réutiliser? Voilà, donc ma minimum, moi, je veux voir Odegaard, je veux voir Gyökeres, et puis bah, pourquoi pas avoir un peu de Ben White aussi dans l'axe si Saliba est out, quoi. Mais pour le reste, pour moi, ce sera l'équipe quand même. Et peut-être Eze à gauche, effectivement. À voir si Eze peut jouer à gauche, à voir s'il va retenter du Matuidi à gauche, à voir s'il va retenter du Martinelli à gauche. Finalement, on a quand même quelques cartes qui commencent à rentrer là sur le banc de possibilités des options. On a aussi, pourquoi pas, redonner les premières minutes à Gabriel Jesus. Ça va peut-être pas dans le 11 de départ, mais sur 10-15 minutes, bah, peut-être que si le scénario il est OK contre Brentford, bah, peut-être relancer à ce niveau-là du Gabriel Jesus, ça serait bien. Mais ouais. Pour moi, on ne peut pas se permettre de trop prendre ce match à la légère en disant OK, on a terminé là notre session un peu de calendrier qui était très très chargée. Et je pense que globalement, le conseil est plutôt positif sur ce calendrier qui était très chargé. Donc faut pas ralentir, faut rebondir directement, avoir une équipe très très compétitive et prendre les 3 points contre Brentford, quoi. Je pense que c'est l'objectif affiché. Maxime? Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Louis, hein, en termes d'opportunités. Après, je pense, là, il y a plein de paramètres qu'on n'a pas en compte. C'est que dans quel état se trouve un Calafiori, un Eze, un Saka ou un Zubimendi pour enchaîner. Brentford, c'est une équipe qui a ce mélange en fait de gros gabarits, mais aussi très rapide devant, avec les Ouattara, Chadeux, avec le Thiago pour faire des remises. Donc en fait, on va avoir la balle, mais en même temps, ils vont s'envoyer des longs ballons. Donc un Zubimendi, tu en fais quoi? Zubimendi serait très utile dans le jeu, mais en même temps, il serait dominé, et donc un Norgard serait plus utile. Donc, ouais, compliqué à savoir un peu comment on va voir ce match. Brentford, en plus, c'est plutôt alors, je sais pas si on peut appeler ça de bonne forme, mais ils marquent des buts, ils sont plutôt bien, ils viennent faire 2-3 victoires là depuis le 5 derniers matchs. Donc, c'est un match pas facile. Mais oui, faut tourner un peu. Et puis, Villa, c'est comme un gros match par rapport. Je sais pas si on joue. C'est Villa chez eux, c'est Villa chez nous. Il me semble Bonne question. que c'est chez eux. Je Si vérifie chez eux, quand même. c'est un gros match, hein, c'est chez C'est eux, chez hein. eux, effectivement, ouais. C'est Ouais, chez eux. donc moi, ça me semblerait pas déconnant d'enlever un Saka qui a fait 3 fois 90 minutes Sachant, et sach- relancer un Madueke. ouais, sachant qu'on joue le mercredi Brentford et samedi Aston Villa. Donc il y Ouais, a Ouais, samedi c'est ça. 16h. Ouais, j'avais vu que le club avait gueulé pour demander à jouer ouais, dimanche. 13h, Euh, 13h30, 13h30 en plus Aston Villa. Donc l'enchaînement Brentford-Aston Villa, je, Il est costaud, hein. il y a je peu pense de, il y a peu de repos, quoi. faut faire tourner. Moi, tu parlais de quelques changements.
Pour moi, il faut plutôt être sur du 5-6 changements par rapport à ça. Après, ouais, tu peux pas enlever un Rice, tu peux pas enlever la charnière, elle est comme elle est. Ouais, c'est pas simple et je pense qu'il faut gérer un peu tout ce qui est état physique par rapport à ça. Et puis ouais, après, il y a Bruges qui arrive, après il y a Everton, ça va vite, hein. Comme le dit Arteta, voilà, tous les 3 jours, on se doit d'enchaîner, de sortir les performances, les victoires, si on veut atteindre ce qu'on souhaite. Après, Euh, typiquement, pareil, mais c'est un match pour Nwaneri, hein. On va avoir la balle, Brentford, domicile. S'il joue pas des minutes à ce moment-là, il le problème, jouera c'est que jamais, je hein. me dis, c'est que Odegaard doit reprendre des minutes. Et là, du coup, Nwaneri, Mais tu peux ouais, très bien avoir, tu De peux avoir 8, un hein. Nwaneri sur un côté, hein. Tu peux avoir un Nwaneri sur un côté, hein. Il le fera jamais. mais Arteta ne veut plus Ouais. mettre Nwaneri sur un côté. C'est ça Pour autant, ça le problème. c'est là où il était le meilleur depuis qu'il a commencé avec Arsenal. Pour moi, Nwaneri, au milieu de terrain, il manque encore quelque chose tactiquement. Mais par contre, c'est des vraies qualités de percussion sur le côté. Où pour moi, dans la rotation, typiquement, si on veut faire souffler Saka pour X raisons, si Madueke, peut-être qu'il peut commencer à gauche, bah pour moi, Nwaneri qui prend des minutes sur le côté droit, ça serait pas déconnant, je trouve, sur le Hmm. papier. Pour moi, on le reverra plus jamais à droite. Je sais pas pourquoi. Je sens que Arteta, vu ce qu'il a dit en conférence de presse sur lui, je sais Bah pas. écoute, je veux pas m'alarmer, hein, mais si on le voit plus Ouais. sur le côté droit, C'est j'ai pour ça peur que qu'on le revoie plus du tout. C'est pour ça que ils sont son tendus, ils sont suivi- peur. mais et c'est même pas attendu, parce que très bientôt il sera en tribune, hein, malheureusement pour lui. Je pense que son départ en prêt en janvier, si tout le monde revient, on sait qu'on a toujours beaucoup de blessés, donc je ne sais pas si on osera perdre un joueur. Mais oui, il ne supportera pas d'aller en tribune. Et la preuve d'ailleurs, on a quand même fait un match amical pour que Noneri reprenne du temps de jeu. Ouais, Alors c'est que ce que je disais. c'est quand même grave, hein. Il, Normalement, c'est un match pour les il en, blessés, c'est pas un match pour lui, ça. il en est rendu à jouer avec les blessés et les mecs qui sont au fond de l'infirmerie et qui ont besoin de rythme. Et Nwaneri en est rendu à ça. Donc, pour moi, il a vraiment les qualités de percussion. En fait, il a vraiment la qualité technique d'un Eze mêlée avec la qualité d'accélération et de puissance que peut avoir par moment Saka. Donc, je comprends que peut-être que lui ait envie de jouer dans ce milieu de terrain de milieu offensif, mais pour moi, s'il joue dans ce milieu offensif, ce serait plutôt dans un style de 4-2-3-1, où c'est vraiment un Nwaneri qui est très libre en poste de numéro 10, mais dans un poste de milieu de terrain, dans un milieu à 3, bah, Nwaneri, pour le moment, c'est plutôt compliqué. C'est pas le type de joueur qui va contrôler le tempo, qui va orienter le jeu. C'est plutôt un joueur qu'on a besoin de trouver dans la zone, un peu comme Eze contre Tottenham, en fait, qu'on a besoin de trouver dans les 30 derniers mètres. Et là, tu sais qu'en termes de qualité de frappe, bah, Nwaneri, il est exceptionnel. Donc, c'est pour ça que, pour moi, il doit continuer à travailler à l'entraînement, peut-être ce poste de numéro 10, mais s'il veut des minutes, pour moi, ça passera forcément sur le côté, parce que, comme l'a dit Maxime, si tu as Eze qui continue, alors il fait pas un bon match, mais je veux dire, il monte quand même en puissance progressivement. Si tu as le retour de Odegaard, là, il fait une bonne rentrée, donc il va certainement, très certainement, et j'espère, reprendre de plus en plus de minutes. Bah, derrière, ça me paraît compliqué d'enlever Rice. Ça me paraît compliqué de faire de la place à Nwaneri. Alors peut-être les matchs en coupe, mais même pour la Ligue des Champions, pour le moment, Nwaneri au milieu, ça me paraît un peu léger, quoi. Hmm. Ouais, ou sinon, imaginez un double 8, hein, lui à un 2 grade à gauche et un Noneri à droite en double 8 offensif. Mais bon, je pense que c'est quand même trop risqué là sur un match de PL comme ça par rapport à ça. Mais c'est intéressant de voir si est-ce que Norgard a sa confiance. Pareil, si un Norgard ne joue pas maintenant, euh, Hmm. est-ce qu'il rebascule en poste de pied gauche? C'est pas une chose intéressante, ouais. Ouais, il y a plein de choses qu'on va peut-être voir. Comme vous dites, White, je pense que White, c'est peut-être le moment de revenir. Norgard, Il joue. peut-être. Ah bah, si White joue pas mercredi, c'est qu'il y a un problème White dans l'effectif, hein. Parce que En là, charnière ou à droite. je pense que voilà, je pense que on le voit à l'entraînement depuis longtemps maintenant. Je pense qu'il est prêt. Donc j'espère que White, ouais, et Norgard aussi, j'espère aussi, parce que faut quand même les faire jouer ces deux-là. Donc ouais, à mon avis, on verra tout ça mercredi. On va clôturer là-dessus pour cet épisode, messieurs. Je voulais juste te remercier, Maxime, d'avoir participé au podcast avec nous. Et voilà, je sais que tu as vécu le match, le North London Derby, la semaine dernière à l'Emirates. Si tu pouvais nous raconter un petit peu en deux, trois mots comment tu as vécu ça, comment c'était pour toi, le match? Ouais, non, c'était vraiment incroyable. Là, j'ai eu beaucoup de chance, hein, d'être tiré au sort.
J'ai pas payé une place à 500 balles ou 1000 balles sur FanPass ou StubHub. J'ai eu si j'étais tiré au sort et pour une fois, bah, j'ai eu la chance. J'avais que joué des petits matchs comme Burnley. J'ai vu 3 fois les Wolves, je crois. Donc, les Wolves, personne ne veut les voir à l'Emirates. Et donc, ouais, ambiance incroyable. Beaucoup de gens en rouge, en maillot. Alors que c'est l'hiver, mais tout le monde mettait son maillot pour sentir un peu son moment d'appartenance. Les ultras dans le tunnel, j'ai encore jamais vu ça. Et ouais, beaucoup de chants, les gens étaient très tôt dans le stade. Là, parfois, on voit à la télé, ils arrivent vraiment pile au coup d'envoi. Là, un quart d'heure avant, c'est déjà bien, bien bondé. Et puis, bah ouais, super ambiance. On est rentré en Tottenham, hein. J'ai rarement vu une domination totale comme ça au stade. Et puis, non, c'était la folie. Franchement, c'était la folie. Les supporters se prenaient tous dans les bras. Les gens tombaient sur les chaises, mais on se relevait facilement. Vraiment, c'était une super expérience. Bah, tout le monde a envie de le faire, mais c'est ouais, vraiment une super expérience à vivre et j'ai encore des souvenirs mémorables. Ouais. C'est beau, c'est beau. Donc, on pense aussi du coup à Raoul qui va aussi vivre cette expérience puisqu'il sera au stade, il sera au stade mercredi contre Brentford. Donc, voilà, on pense à lui, on lui fait des bisous et Raoul, je sais que tu vas nous écouter après ça. Donc, voilà. Euh, Attention à la Guinness quand même, pas trop de Guinness, Raoul, n'oublie pas. Et, Et, Raoul a vu le match de dimanche? Là, il est au match à Chelsea là, aujourd'hui? non, non, il est à Londres là, mais il a vu le match dans un bar puisque c'était trop cher pour aller voir, Ok. pour aller à Stamford Bridge. Mais voilà. Donc, on va se quitter là-dessus, messieurs. Merci de m'avoir accompagné pour ce podcast. Mercredi, Raoul ne sera toujours pas présent pour le podcast puisqu'il sera au match, mais on sera quand même là pour assurer le débrief d'après-match, comme à chaque fois. Donc, merci à Louis, merci à toi, Maxime, d'être venu ce soir. Et voilà, comme on dit, come on Gunners. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.